Madame, Monsieur, bonjour et toutes nos excuses pour le retard que nous avons accusé avant le démarrage de cette émission. Nous sommes quand même très heureux, mais pas quand même, hein, nous sommes très heureux de vous retrouver. On espère que votre week-end se sera bien passé. Je suis toujours en compagnie de mon cher et tendre Marco à côté, bien synchrone. Bonjour à vous. Bonjour Alix, le rouge, la couleur donc de cette semaine, et oui. Pour ouvrir cette semaine, mesdames et messieurs, les Saintes Écritures disent qu'il ne faut pas négliger les petits commencements. Donc on commence de façon poussive, c'est vraiment indépendant de notre volonté. Mais bon, il faut bien traverser le lundi pour savourer le vendredi. Bienvenue mesdames et messieurs. Tout de suite, au pas de course, nous allons aller dans la première sphère au niveau de l'info, la météo et bien sûr le flash présenté par Monsieur Régis Kofi. Mesdames et messieurs, bonjour. La matinée sera très nuageuse ou couverte sur les régions du littoral est, de l'est, du nord-est et du sud forestier, avec de faibles pluies ou modérées accompagnées parfois d'orages. Cette situation pourrait en cours de période continuer sur les régions du centre. Le reste du pays sera généralement nuageux. Les températures pour la matinée, la maximale affichera 26 degrés à Abidjan, Adiaké et Bondoukou, 24 degrés sera observé à Boaké, Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 26 degrés à Korogo, 22 degrés de minimale à Mans, 25 degrés à Odiéné, San Pedro, Sassandra, 23 degrés à Tabou, 24 degrés à Yamoussoukro. Au cours de l'après-midi, les régions du sud forestier, du littoral et du centre demeureront instables. Ainsi, cette situation pourrait favoriser la formation d'orages isolés accompagnés de pluies sur ces régions. Les régions du nord et de l'ouest seront affectées par un temps orageux avec parfois de la pluie modérée ou forte. Les températures pour l'après-midi, la minimale affichera 28 degrés à Abidjan comme à Diaké, 32 degrés comme maximale à Bondoukou, 31 degrés à Boaké, Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 32 degrés à Korogo, 30 degrés à Mans comme à Odiéné, 28 degrés à San Pedro, Sassandra, Tabou. À Yamoussoukro, il fera 31 degrés. Très bonne journée à toutes et à tous. Bonjour à vous, Alexis, Marco, Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition. Le président de la République de Côte d'Ivoire était récemment aux États-Unis dans le cadre de la présidence du Conseil de sécurité assurée par la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a saisi l'occasion pour se prononcer sur les actions des Nations Unies dans la résolution de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. On écoute le président de la République. L'Ivoire a bénéficié pendant plus d'une décennie d'un engagement sans précédent de la communauté internationale, en particulier de l'Organisation des Nations Unies et du Conseil de sécurité. En effet, dans la gestion de la crise que mon pays a traversée, le Conseil de sécurité a adopté plus d'une cinquantaine de résolutions. Certaines de ces résolutions, notamment celles relatives à la certification des élections et à la protection des civils, constituent des évolutions inédites et courageuses qui resteront gravées dans les annales du Conseil. Je peux m'exprimer aujourd'hui devant vous grâce à la détermination et aux efforts du peuple ivoirien qui m'a élu, à l'engagement remarquable de la CEDEAO et de l'Union africaine, dont je salue la présence aujourd'hui des premiers responsables, M. Mahamat Faki et Jean-Claude Brou, et à celui des Nations Unies à travers l'ONUCI. Je voudrais rendre un hommage appuyé à la CEDEAO pour le rôle
qu'elle a joué dans la sortie de crise dès les premiers instants. J'exprime ma gratitude au secrétaire général d'alors, M. Ban Ki-moon, ainsi qu'au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire au moment de la crise, M. Young Jin Choi, pour leur courage, leur détermination et leur engagement à défendre les idéaux de paix des Nations Unies. Je voudrais, au nom de la nation ivoirienne, saluer la mémoire des 150 casques bleus qui ont fait le sacrifice de leur vie pour en sauver d'autres et pour ramener la paix et la stabilité dans mon pays. J'exprime à leur pays et à leur famille, ainsi qu'à la grande famille des Nations Unies, la reconnaissance du peuple ivoirien. À présent, je voudrais rendre hommage à un digne fils de l'Afrique, 7e secrétaire général des Nations Unies, pour son exceptionnelle contribution à la paix dans le monde. Il s'agit de M. Kofi Annan, ce grand humaniste qui nous a quittés le 18 août 2018 et dont la voix et la sagesse manqueront aux grandes causes du monde. Marcela Montano a présidé le débat ministériel du Conseil de sécurité de l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères a livré la position de la Côte d'Ivoire sur la prévention et la résolution des conflits. Pour lui, il faut une synergie d'action des États et une étroite collaboration avec les Nations Unies pour régler durablement les conflits. La deuxième édition du Tonkpi Nidalé, Festival des arts et de la culture d'An, tire à sa fin. Le Premier ministre ivoirien, parrain de la dite édition, s'est réjoui de la tenue de ce festival fédérateur et rassembleur. Il a saisi l'occasion pour annoncer aux populations le prochain démarrage de grands chantiers de développement afin d'améliorer le quotidien des populations. Reportage F. Bouy. Site du Tonkpi Nidalé Festival. Aujourd'hui, c'est le Nidaikbi ou le grand jour. L'invité de marque, le parrain, en la personne du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, reçoit les bénédictions dans l'enclos de la case sacrée. Le décor est donc planté. Suivront les interventions du commissaire général du festival, du porte-parole du peuple baoulé, invité national, et celui de l'ambassadeur de Chine, invité international. Le ministre Albert Touakus Mabri, initiateur du festival, a quant à lui rappelé les enjeux de ce grand rendez-vous culturel du peuple temps. La particularité du Nidalé, promue par le conseil régional du Tonkpi, c'est d'être la synthèse et la finalité de toutes les autres initiatives culturelles tendant à la promotion de la culture d'An. Il se veut une plateforme de rencontre d'intellectuels, une plateforme économique et une rencontre de divertissement et d'évasion. En somme, un projet culturel fédérateur, structurant et innovant, salué par le parrain. Continuant son intervention, le Premier ministre a rassuré toutes les populations que le gouvernement poursuivra la dynamique de développement engagée dans la région. De bonnes nouvelles sont donc annoncées. Pour la période 2019-2020, il est prévu, et je peux vous le dire, nous reviendrons pour poser la première pierre. Il est prévu la construction du nouveau centre hospitalier régional de Mans avec une unité d'hémodialyse pour un coût d'environ 30 milliards de francs CFA, ainsi que la construction d'un hôpital général à Danané. J'ai le plaisir de vous annoncer que le président de la République nous a donné instruction de régler définitivement la question de la voirie de Mans et que nous sommes en discussion avec la Banque ouest-africaine de développement pour mobiliser les financements nécessaires. Toutes ces actions n'étant possibles que grâce au climat de paix et de cohésion sociale, Amadou Gon Coulibaly a demandé aux uns et aux autres de travailler sans relâche à la préservation de la paix et au vivre ensemble. Le Tonkpi Nidalé 2018 aura tenu ses promesses. En entendant que les lampions ne s'éteignent définitivement, le village Nidalé continue de recevoir son flot de visiteurs. Traoré Thié Medjandji, journaliste au quotidien L'Inter, a remporté samedi le prix du meilleur journaliste de Côte d'Ivoire.
à la 20e nuit de la communication dénommée Ebony, en présence de la première dame Dominique Ouattara. Plusieurs autres prix sectoriels ont récompensé les meilleures productions des journalistes pour le compte de l'année 2018. Les 385 participants inscrits à la 77e plénière du Conseil consultatif coton sont repartis d'Abidjan satisfaits des travaux sur les solutions innovantes et durables aux défis du coton. Ils ont retenu, entre autres, l'adaptation à un nouveau calendrier culturel pour tenir compte du changement climatique et des machines adaptées au type d'exploitation de petite taille. Noël Niagno. Les 385 participants inscrits venus de 40 pays se sont séparés avec la conviction qu'ils ont porté le coton sur la route de la rentabilité socio-économique avec des solutions innovantes et durables. En prime, les échanges d'expériences. C'est une plateforme d'échange puisque c'est un cadre qui nous permet de voir les innovations, qui nous permet d'échanger sur les innovations de par le monde. Il y a beaucoup d'alternatives. Il y a beaucoup d'actions de recherche, il y a beaucoup d'innovations qui sont en cours ou qui peuvent être développées et qui peuvent faire en sorte que les filières coton africaines peuvent encore augmenter leur compétitivité. Si en Afrique, c'est nous, il y a un problème. Nous, on a présentement avec MEDEV. MEDEV, ça nous fatigue beaucoup. Donc, on est en train de voir, de réfléchir comment on peut faire et puis devenir à modéliser la culture de coton, surtout la récolte. Mais ici, on a trouvé avec des structures qui sont là, qui sont prêtes pour nous aider, pour adapter des machines qui vont nous aider par la récolte de l'Afrique. Autre acquis, l'organisation de la lutte contre les ravageurs et la réponse à la problématique du changement climatique. Les pluies ne commencent plus comme avant au mois d'avril, mai. On avait une bonne pluviométrie qui démarrait. Maintenant, on a un décalage, donc il va falloir s'adapter. Le cotonnier est un arbre annuel. Et quand vous plantez et que vous êtes soumis aux ravageurs qui détruisent la plantation, eh bien, vous ne pouvez plus parler de durabilité de la filière. Mais lorsque des solutions sont trouvées, et c'est le cas en ce moment, de nouvelles technologies ont été essayées, et les résultats semblent être probants. À l'origine de ce travail de portée stratégique, une participation singulière de scientifiques. Cette session plénière de l'ICAC est celle où le nombre de chercheurs participants est le plus élevé. En toute modestie, je peux dire que l'ICRA, l'Association internationale des chercheurs du coton, y a contribué, puisque nous avons aidé financièrement pour que davantage de chercheurs de plusieurs pays aient pu prendre part. Fort de ces acquis, la 78e plénière se propose d'être la tribune qui va réfléchir au développement du leadership des acteurs de la filière pour pousser les limites du coton. Capitale mondiale choisie, Brisbane, en Australie. Un autre moment d'échange enrichissant pour tous. J'ai été ravie d'apprendre les perspectives de l'Afrique de l'Ouest et on attend de vous montrer comment nous faisons les choses là-bas, notre technologie, nos techniques de production et voir ce sur quoi nous pouvons travailler ensemble pour tirer un bénéfice pour tous les producteurs de coton. Le top 6 des pays producteurs du coton au monde comprend l'Inde, la Chine, les États-Unis, le Brésil, le Pakistan, l'Australie. En Afrique, la Côte d'Ivoire est le 4e pays producteur. C'est la fin de ce point d'information. On se retrouve à 7h pour un journal Afrique et Inter. Merci Régis. Et puis on va revenir rapidement, Régis, si vous le permettez, sur la cérémonie des Ebony, avec la présence remarquée une fois de plus cette année du groupe RTI. Justement, le groupe RTI a remporté 4 prix. Voilà, je suis heureux de l'annoncer. Ce premier prix, voilà, le prix de Ebony Télé, qui est revenu à Christelle Benin. Voilà, et le prix du meilleur présentateur. Prix du public. Prix du public, voilà. Voilà. Il faut le préciser parce que ce n'est pas un jury qui a désigné, c'est le public qui a vu et qui a désigné, qui a choisi. Voilà. Monsieur Hamza Diaby. Hamza Diaby. Qui était à votre place ici il y a encore quelques semaines. Justement, et qui continue de me coacher. Donc on espère que
les années à venir. Bah oui, soit dit en passant, vous étiez nominé également. Oui, j'étais nominé. Hein. J'étais nominé, non, je ne suis pas déçu, j'étais nominé le fait d'être nominé, déjà, c'est une victoire. Bah oui. Justement, c'est une victoire. Et donc 4 lauréats, 3 en TV, 1 en radio. 3 en TV, 1 en radio. En radio, il s'agit de Sorosita qui a remporté le prix de la meilleure production de la lutte contre le travail des enfants. Également Serge Coléa, la lutte contre l'immigration clandestine. Serge Coléa qui est un habitué des prix, après beaucoup de prix obtenus en culture, cette fois le travail des enfants. Chapeau. L'immigration clandestine pour Serge Coléa. L'immigration clandestine. Et Sorosita pour la lutte contre le travail des enfants. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bonne chance encore. Hein. Continuez. En tout cas, la télévision, on va essayer. On salue tous ceux qui font partie du groupe RTI. Donc, le groupe RTI qui s'est distingué à cette cérémonie des Ébonies. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui parce que vous avez remarqué, commencé en retard. Tout de suite, le point route. Je rappelle que cette émission est réalisée par Soro Félicité. Le point route, c'est parti. Point route qui nous mènera d'ores et déjà sur la première voie. Le lagunaire, qui est bien occupé, un trafic assez intense, c'est le matin, c'est lundi matin, on se dépêche. En tout cas, c'est fluide aussi. Hein. On va aller du côté de Cocody maintenant, pas de course, un peu avec le Latry qui nous montre un peu une influence assez moyenne en ce matin encore très jeune sur toutes les principales routes de notre capitale et du pays. Hein. On se dit que c'est à l'image. Donc après, Alix, nous allons aller au pont de Gaulle, plateau, reliant la commune du Plateau et de Trècheville. Voilà. On va dire que c'est pareil que sur les autres voies. Un trafic assez moyen, mais qui débute toutefois. Voilà. Et cette fois, aujourd'hui, on va changer en terminant par l'échangeur de Marc Horry, qui va nous montrer un peu la situation de ce côté-ci de notre capitale administrative. Échangeur, c'est disparate. Il n'y a pas d'échange en ce moment. Ben oui. Il est 6h40, mesdames et messieurs. Nous allons aller maintenant avec notre premier invité, M. Ekou Paul Arnaud, qui a commencé à être habitué à se lever tôt. Vous allez le constater. Bonjour, M. Ekou. Bonjour, Marcelin. On vous retrouve juste après ça. Également un plaisir de parler aujourd'hui avec vous de l'usage des avertisseurs sonores et lumineux dans la circulation routière. Alors, qu'est-ce qu'un avertisseur sonore ou lumineux? Merci beaucoup pour la question. Un avertisseur, c'est un équipement du véhicule qui, au moyen d'un son ou d'une lumière, permet de donner une alerte ou de signaler un danger immédiat aux autres usagers de la route. On est habitué au klaxon, on est habitué au phare, et c'est cet ensemble d'équipements que le code de la route appelle avertisseurs sonores ou lumineux, dont l'usage est réglementé. Voilà. Alors, quels sont les différents types d'avertisseurs sonores ou lumineux que nous avons concrètement? Tous les véhicules doivent être pourvus au moins d'un avertisseur sonore que tout le monde connaît, c'est le klaxon. Oui. Voilà. Et certains types de véhicules vont aussi avoir des avertisseurs spéciaux sonores. Par exemple, les poids lourds ont le bip de marche arrière qu'on connaît, qui est obligatoire. Et puis, les véhicules prioritaires ont des sirènes, ont des gyrophares. Voilà, des gyrophares. Les gyrophares font partie des avertisseurs lumineux. Donc, à ces gyrophares vont s'ajouter toute la panoplie de ce qu'on connaît comme phares. En fait, les feux de route qu'on appelle les codes phares, les feux de croisement, les veilleuses, ainsi de suite. Voilà un peu cet arsenal. Et les tenues qu'on porte en détresse? Les chasubles. Ça, ce sont des signalisations. Les gilets jaunes? Des gilets jaunes, justement. Oui, c'est des chasubles avec couleur. Justement, c'est justement le triangle fluorescent. Exactement. Ça, c'est des panneaux de signalisation. Ce sont des équipements de signalisation qui permettent, tu entres en même. Il y a le triangle, mais il y a les gilets jaunes, ça fait partie des signalisations, les gilets jaunes. Et c'est quand un automobiliste est en détresse qu'on le met. En détresse ou quand il doit sortir de son véhicule pour se passer sur la voie, soit parce qu'il est en détresse, soit parce qu'il veut signaler. C'est bon à savoir. Voilà, exactement. Donc il y a les triangles et ensuite il y a le gilet. Mais dans les avertisseurs, on a les phares, on a les gyrophares pour les lumineux, et puis on a les klaxons et tout ce qui émet des sons. On a aussi des témoins des véhicules. Par exemple, quand vous mettez le clignotant, qui est un avertisseur lumineux, le véhicule doit pouvoir vous signaler que vous avez mis le clignotant par des témoins d'alarme, ainsi de suite. Voilà, il y en a plusieurs. Alors, comment bien utiliser les avertisseurs sonores ou lumineux? L'exemple que j'aime bien donner, quand vous êtes au feu et que le véhicule devant vous, le feu passe au vert, le véhicule devant vous ne démarre pas, on a tendance à klaxonner.
ce n'est pas le bon usage de l'avertisseur. Le klaxon, le code, le règlement et le code dit qu'il est strictement réservé aux absolues nécessités. Donc, quand il y a un danger immédiat, vous êtes au feu, le fait passer au veille des mapas, il n'y a pas de danger. Soit vous faites un geste de la main, vous criez de partir, mais vous n'utilisez pas le klaxon. Okay. La nuit, quand ce n'est pas suffisamment éclairé, il faut que vous arriviez. On a tendance à abuser du klaxon. On abuse du klaxon. Non, ça veut dire que tous les chauffeurs de Exactement. Qui ont transformé le klaxon en outil de marketing sont en infraction totale vis-à-vis de la loi. Et en plus, la pollution acoustique en plus. Exactement. La nuit, par exemple, en agglomération, l'usage du klaxon est pratiquement interdit. C'est interdit. Sauf danger absolu. Donc, c'est les avertisseurs lumineux qu'on va utiliser. Vous arrivez dans une agglomération assez bondée, mais vous utilisez les codes phares que d'utiliser les klaxons. Et les codes phares aussi, il faut l'utiliser avec munici. Vous êtes sur l'autoroute, des fois vous prenez en plein les phares. Oui, voilà, c'est vrai. C'est pas courtois. Les codes phares, c'est vraiment pour éclairer momentanément la circulation. Oui, voilà, justement. Donc, c'est pas à tout moment qu'il faut l'utiliser à plus forte raison d'agglomération. 6h44, mesdames et messieurs. Monsieur Ekou va regarder la caméra une redit parce qu'on a l'impression que... Moi, j'ai l'impression de rêver. Il faut que ce soit ancré. Dites ça. Donc, ça veut dire que les chauffeurs de taxi communaux qui ont tendance à klaxonner à tout va, normalement c'est interdit. On peut les arrêter pour ça. C'est une infraction. C'est une infraction. C'est interdit. Et il y a une jurisprudence, je me rappelle très bien, qui allait à la Cour de cassation. Du boulot. On a confirmé l'appel de celui qui avait utilisé le klaxon alors qu'il n'y avait aucun danger immédiat. D'accord. Pour expliquer la jurisprudence, il faut comprendre que ça a été déjà sanctionné une fois, donc on peut vous sanctionner aussi. Également, exactement. C'est-à-dire, ils sont là comme ça, et puis à tout va, et puis bon, on est tous automobilistes. Hein. On est tous concernés. Mais les taxis communaux, franchement, c'est devenu un outil marketing, comme vous l'avez dit. Exactement. Okay. Et ça, il faut qu'on comprenne. Alors, il se soucie plus du klaxon même que des autres équipements de la voiture. Alors, justement, on va parler Et puis, quand le klaxon est en panne, ça se règle vite, hein, au niveau des... Alors, quelles sanctions concrètes, hein, qu'est-ce que dit la loi contre une mauvaise utilisation des avertisseurs sonores ou lumineux? Sur les sanctions, on a les sanctions prévues par le code de la route, c'est la contravention de 3e classe. Mais depuis 2017, on a une autre réglementation un peu plus sévère qui va sanctionner tout ce qui est pollution sonore. Okay. Donc, si vous estimez que le bruit, le klaxon ou les phares d'une voiture vous dérangent, vous pouvez poursuivre l'automobiliste pour tout ce qui est pollution sonore, pollution lumineuse. On a défini des niveaux de décibels que le son, parce que le klaxon n'a pas fait un son strident. Donc, il y a une législation pénale plus sévère que celle prévue par le code de la route qui sanctionne l'usage des klaxons et des avertisseurs. Monsieur Ekou, de manière pratique et pragmatique, comment poursuivre l'automobiliste? Parce que quand il finit de klaxonner, il part à vive allure. Hein. On ne va pas lui faire une course-poursuite après. C'est l'inconvénient de la sélection de la circulation. Mais il faut commencer à le remarquer parce que, bon, comme on parlait de nos amis taxis, ils ont l'habitude. Il faut se le remarquer, il faut le signaler. Prendre la plaque d'immatriculation. La plaque d'immatriculation. Vous voyez l'agent, vous dites, OK, moi je porte plainte contre celui-là, il utilise trop le klaxon, on va l'arrêter. OK, il faut donner aussi des moyens à nos forces de l'ordre, parce que vraiment à cette allure-là, c'est pas évident. C'est bien de décrier les choses ici, mais il faut que les gens sur le terrain qui travaillent puissent être dans des conditions optimales afin de bien travailler. Lundi, motivation dans quelques instants. Alix, c'est quoi lundi motivation? C'est quoi? Aujourd'hui, le coach Ina Kanouté nous donne une raison pour nous lever du lit ce matin. On a tous eu, en tout cas, une raison de nous lever. Nous, c'était vous. Et vous alors, comment vous faites? C'est parti. La garder et en faire un kérosène de démarrage de tous les jours. Avoir un objectif, un focus, une vision, un grand rêve qui te tienne la main quotidiennement. Voilà une excellente raison de se lever tous les matins. Tu n'en as pas encore? Alors, il est grand temps d'en trouver un qui puisse te tenir éveillé et te faire sauter de ton lit tous les jours avec enthousiasme. Trouve-toi ta vision. N'oublie pas, elle doit être ambitieuse et exaltante. Que tu sois employé, entrepreneur, étudiant, prends n'importe laquelle des activités que tu mènes actuellement. Pense-le le plus loin possible dans le meilleur des cas. Exactement comme si tu prenais un caillou, que tu le lances le plus loin possible dans la manifestation de ce que tu veux de grand. Que vois-tu qui excite tes sens? Que voudrais-tu accomplir? Regarde ce que tu peux faire de magnifique dans ce domaine et commence à rêver de sa réalisation.
Tu tiens désormais ta vision dans tes mains, exactement comme une corde à laquelle tu peux t'accrocher quand tout va mal, qui te guide pour ne pas te perdre en chemin et qui te relève de sa force quand tu tombes. Dès que tu découvriras cette vision grandiose et motivante, elle deviendra une mission pour toi et guidera ta vie, ton existence. Elle sera ta raison d'être. Tu sais quoi? Il y a une petite voix au fond de toi, mais bien au-dessus des clameurs de la société, bien au-dessus de la voix de ta procrastination et qui te demande de te lever et d'y aller. Écoute-la. Cette petite voix est plus grande que toi. Elle vient du plus profond de ton être. Et tu ne sauras plus la faire taire quand tu l'auras écoutée une seule fois. Elle sera ta boussole. Alors écoute-la. La meilleure motivation est avec toi. Excellente journée de visite. Allez, excellente journée à vous, mesdames et messieurs. La lundiose, c'est vrai, chaque jour, quand on démarre la semaine comme ça, c'est pas évident. Mais bon, il faut avoir tous les moyens au niveau cérébral, au niveau psychologique aussi, pour entrer dans le lundi, pour mieux savourer le vendredi. Mais pendant ce temps, nous sommes là et nous continuons notre émission avec un invité de taille que nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui à Instant Vérité. Homme politique incontournable en Côte d'Ivoire. On le distingue surtout par son art oratoire et surtout par sa perspicacité. Monsieur Kakabé, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu politique, est avec nous aujourd'hui à Instant Vérité en compagnie de Gabriel Zani. C'est parti. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Instant Vérité. Et mesdames et messieurs, vous êtes dans Matin Bonheur. En mars 2018, Kwadio Konan-Bertan dit Kakabé est nommé grand conférencier au sein du PDCI RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ce poste, semble-t-il, ne lui permet pas de jouer les premiers rôles. Au lieu de promouvoir le succès d'un militant candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle de 2020, l'une de ses principales missions, alors l'ex-député de Port-Boué, utilise ses temps libres pour rendre visite aux détenus de la prison de Chivingen à La Haye. Pendant ce temps, les dissensions au sein du PDCI sont vives. Kakabé, lui, se terre dans un mutisme surprenant. Alors, mesdames et messieurs, pourquoi Kwadio Konan-Bertan ne parle-t-il pas? Que veut-il exactement? Que recherche-t-il à La Haye? Quel avenir politique lui réserve-t-on au sein du PDCI? Kwadio Konan-Bertan dit Kakabé est sur le plateau de Instant Vérité pour répondre à ces questions que vous vous posez sûrement. Bonjour, Kwadio Konan-Bertan. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, rapidement, Kwadio Konan-Bertan, vous êtes nommé grand conférencier au sein du PDCI RDA. En quoi consiste ce poste? Est-ce que aussi ce poste-là, il vous convient? Merci de m'apprendre devant les Ivoiriens que j'ai été nommé grand conférencier. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ça ne m'a jamais été signifié. Ce que je sais, c'est que, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux, j'ai eu vent de ce que pareille chose existait, jusqu'à ce que le secrétaire général, le secrétaire exécutif, Dikawe, m'appelle un jour pour me dire ceci: Bertin, de vive voix, je vous annonce que vous êtes grand conférencier du PDCI RDA. Je dis, ben, merci. Ben, où est ma décision? Il appelle sa secrétaire, Déborah, sort là dans le placard la décision de Bertin. La jeune dame a passé 40 minutes à chercher une décision qui n'existe visiblement pas. J'arrive. Oui. C'est comme ça que j'ai dit au professeur Dikawe, ben, c'est vous qui m'avez appelé ici. Si vous m'appelez pour me signifier que je suis nommé grand conférencier, vous devez avoir en même temps mon document. Alors, je vais chez moi. Le jour où vous avez le document, vous m'appelez, et bien jusqu'aujourd'hui, j'attends. Kakabé, vous attendez. Dans une fonction, une nouvelle fonction, cette fonction-là, grand conférencier, ne vous convient pas. Je n'ai jamais été nommé grand conférencier, c'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas vous de n'avez préférence. jamais été nommé, pourtant vous avez dit, il vous a appelé, il vous l'a dit. C'est vrai que vous n'avez pas la fiche de poste. Tous ceux qui ont été nommés, tous ceux qui ont été nommés au PDCI RDA, j'ai 30 ans de militantisme au PDCI RDA, et tous ceux qui ont été nommés au PDCI RDA détiennent une décision de nomination. Alors je vous informe que le professeur Guégué Madi, avec qui j'étais candidat au dernier congrès, a été nommé vice-président du PDCI RDA avec une décision en bonne et due forme signée par le président du parti. Alors, est-ce que finalement, s'il vous plaît, Charles Konan Bani
Nous avons ensemble combattu l'appel de Daoukro. Il a été nommé vice-président du PDCI-RDA avec une décision signée de Bédier. Tous ceux qui sont partis, qui sont revenus, ont été nommés de façon officielle. Voilà. Ils ont leur fiche de poste et tout ça. Alors, est-ce que finalement, ce n'est pas le résultat de vos allées et venues du PDCI-RDA? Est-ce que ce n'est pas une crise de confiance qui se profile, enfin, qui se passe actuellement? C'est un faux procès. Au regard des événements qu'on vit aujourd'hui, que quelqu'un peut me reprocher d'avoir été dans une telle procédure. Attention. Même si je ne parle pas, faisons attention. Ce que je refuse, je ne suis pas un instrument et on ne m'instrumentalise pas. C'est clair que j'ai des convictions au PDCI-RDA, je veux qu'on respecte. Ben, quand vous regardez la situation, finalement, j'ai accepté de me taire parce que, finalement, je me suis rendu compte que c'est peut-être ma bouche qui n'était pas qualifiée pour aborder ce genre de questions. Non, mais qu'est-ce que vous voulez finalement? J'arrive. Quand je parle, oui. Ça pose problème. Quand je me tais, ça pose problème. Mais je me pose la question, mais qu'est-ce qu'on me veut? Vous avez dit, vous avez dénoncé le fait que le PDCI a accepté finalement l'appel de Daoukro. Hein, on le sait récemment hein, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alors maintenant que le parti a pris l'option d'avoir un candidat à la présidentielle prochaine, vous êtes heureux ou vous n'êtes pas heureux? Finalement, rien ne marche pour vous au PDCI. Qu'est-ce qui se passe exactement? Expliquez-nous. Non, il ne se passe rien. Je suis un militant, je suis membre du bureau politique. Chaque fois qu'il y a des réunions du bureau politique, je suis là, c'est tout. Quel poste vous voulez exactement? Je ne veux pas de poste, moi. Je suis un militant, c'est tout. Un soldat, c'est tout. Alors, si finalement vous avez raison hein, et qu'aujourd'hui le PDCI se retire de l'Alliance des ouvriers, de RHDP, et que le PDCI décide d'avoir un candidat à l'élection présidentielle de 2020, dites-nous pourquoi rien ne marche entre vous et le PDCI? Pourquoi vous n'êtes pas nommé comme vous le dites? Non, madame, arrêtez. Vous voyez, il y a des choses qui me caractérisent. Je ne sais pas être hypocrite, je ne sais pas mentir et je n'ai pas envie de penser comme les autres que la politique c'est un lieu du mensonge. Chaque fois que vous dites la vérité, vous faites des ennemis. Répondez à la question. J'ai arrêté. Alors, donc vous ne parlez pas parce que vous n'êtes pas hypocrite. Mais alors, regardez le PDCI-RDA, est-ce qu'il se porte bien? Alors, dites-nous, est-ce que l'on vous soupçonne d'avoir un agenda personnel caché? Je ne rentre pas dans ce débat. Non, répondez à la question. Y a-t-il des gens qui sont nés pour être des suiveurs éternellement? Vous avez des commentaires sur la question qu'on vous soupçonne d'avoir un agenda personnel caché? Que voulez-vous que j'aille chercher dans les soupçons? Moi, je suis un homme transparent, j'agis au grand jour, j'ai servi ce PDCI-RDA. Je ne suis pas le courageux des temps de paix, attention. Est-ce que vous êtes en course pour 2020? Pour être plus précise sur la question. Ce que je vais vous dire, un parti politique... Monsieur Kakabé, je vous ai posé une question. Est-ce que vous êtes en course pour 2020? Un parti politique, et le président Bédier l'a dit il n'y a pas longtemps, la raison de son existence, c'est conquérir le pouvoir d'État. Le pouvoir d'État, c'est conquérir avec un candidat. Vous ne voyez pas qu'au PDCI-RDA, en ce moment, il y a la cacophonie, il y a le désordre, parce que simplement, il n'y a pas de ligne claire. D'accord. Alors, votre ligne claire, la victoire d'un parti politique eh bien, se construit dans une stratégie autour d'un candidat. Qui est le candidat du PDCI-RDA? Dites-nous. Pour qui on se bat? Pour qui? Pour qui on se bat? Pour qui vous vous battez? Mais il faut bien que le PDCI ait un candidat. Non, mais qui c'est cet Ivoirien qui va être candidat du PDCI-RDA qui a peur d'être connu? On va attendre la dernière seconde pour le connaître. Mais pourquoi? Alors, je vous pose la question directement, puisque vous abordez le sujet. Qui, selon vous, est le candidat idéal pour le PDCI? Pourquoi on fait tant de fétichisme autour de la candidature au PDCI? Répondez à la question. Qui, selon vous, est le candidat? Il est temps que le PDCI ait son candidat. Il y a une convention. La convention va désigner par voie élective le candidat du parti. Aujourd'hui, ce que vous voyez là, je ne crois pas en ce combat. Il s'agit de gens qui ont mangé, qui veulent que d'autres digèrent à leur place. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je n'ai pas mangé, je n'ai pas digéré. Mais Monsieur Kakabé, écoutez au moins la question. Vous avez dit qu'il est temps pour le PDCI d'avoir un candidat. On est d'accord sur ce fait-là. Maintenant, qui, selon vous, peut être le candidat idéal pour le PDCI en 2020? C'est la convention qui répond à cette question. Vous voyez, le jeu d'hypocrisie qui s'installe au sommet de mon parti. Quand vous regardez un parti comme le PDCI, il se porte bien à la base au regard même des nouvelles adhésions. Mais il me semble qu'il a mal à sa tête tout de même. D'accord. Alors, à vous entendre ce matin, est-ce que Kakabé a des comptes à régler? Je n'ai aucun compte à régler, moi. Ce que je veux, c'est que le PDCI-RDA, je l'ai souvent dit, son destin est étroitement lié à ceux de la Côte d'Ivoire. Quand il se porte bien, la Côte d'Ivoire se porte bien. Mon souci, c'est que le PDCI se porte bien. On en est là aujourd'hui. Maintenant, le dernier congrès extraordinaire a décidé qu'il faut
aller à une convention. On attend la convention pour que ceux qui veulent compétir puissent compétir. Mais aujourd'hui, vous voyez bien au PDCI RDA, entre nous, M. Bion dit, en 2020, une nouvelle génération doit prendre le pouvoir. Est-ce que M. Bédier est dans cette nouvelle génération? M. Niamey Yao dit, le PDCI, la candidature, c'est Bédier. Mais qui on va croire finalement? Alors, nous faisons quoi dans ce débat? On vous pose la question, quelle est votre position sur ce fait-là? Mais je n'ai pas de position à moi. Ma position, c'est la position du PDCI RDA. Et la position du PDCI, elle est laquelle? C'est celle qui dit qu'on doit aller à une convention. Il faut trouver un candidat au plus vite. Alors. Pour que nous préparions donc la stratégie de la victoire en 2020. D'accord, bien. Il y a un autre fait que vous avez relevé dans vos réponses, c'est des dissensions au sein du PDCI. Ces dissensions-là sont encore très vives. Alors, Kobenang Kwasi Adjoumani, que vous avez peut-être omis de citer, a créé sur les traces d'Oufoué-Boigny. Que pensez-vous de la démarche d'Adjoumani? Dans un passé très récent, c'était le haut-parleur de M. Bédier. Pendant 2 ans, 3 ans même, je dirais, il a été utilisé pour m'insulter sur la place publique ici, aujourd'hui. S'il vous plaît. Si ça ne va pas entre le président Bédier et Adjoumani, qu'on ne m'invite pas dans ce débat. Non, s'il vous plaît, mais au moins vous êtes parti aussi comme Adjoumani. Je ne suis pas vous avez créé, vous êtes parti, vous êtes coalisé avec la CNC à un moment donné. Non. Je suis un militant discipliné qui, au sortir d'un congrès, demande qu'on respecte les résolutions de ce congrès. Je me suis rendu compte que je suis pas un soldat perdu, bien au contraire. Je suis un soldat éclairé qu'on refuse d'écouter et qu'on refuse de suivre. Mais ça, c'est votre mentor qui l'a dit à un moment donné. Ça, c'est pas nous. Mais maintenant, il y a une pétition qui a été lancée au sein du PDCI pour le retour du PDCI au RHDP. Où se situe exactement KKB entre le PDCI et le RHDP? Si c'est moi qui avais fait ces pétitions, Mourad Yaradier. Si c'est moi qui avais fait ces pétitions, Mourad Yaradier, 2 poids 2 mesures. Parce que j'ai été à La Haye. Quand j'ai cherché à renouveler mon mandat de député, Mme Akangui m'a répondu qu'il faut que j'aille déposer mes dossiers à La Haye. On m'a répondu sur la direction du parti qu'on ne peut pas me reconduire. Alors, on a reconduit de nouveaux députés à ma place qui, malheureusement, sont contre le président Bédier. Vous voulez que j'aille faire quoi? Monsieur Kakabe, où vous vous situez entre le Vous êtes PDCiste ou vous êtes RHDP? C'est la question que je vous ai posée. Mais moi, je suis connu, je suis transparent dans ce pays. Mais parce qu'au sein du PDCI, il y a des pro-PDCI, des conservateurs, il y a des pro-RHDP. C'est des faux débats. Alors, pour vous, c'est des faux débats. Justement, vous avez abordé une question assez importante dans votre réponse tout à l'heure. Vous avez dit, vous êtes parti à La Haye. Alors, je vais vous poser une question très directe. Que recherchez-vous chez Laurent Gbagbo et chez Blé Goudé à La Haye? Blé Goudé est un ami, tout le monde le sait. Il est en prison. Est-ce qu'il a droit à la visite? Oui, s'il a droit à la visite, je lui rends visite. C'est aussi simple que ça. Mais vous y êtes allé 5 fois. Moi, je suis chrétien, je suis catholique, baptisé. Quand vous allez à l'église, très souvent, suivez bien le méli du prêtre. À quoi nous invite-t-on? J'étais en prison. Est-ce que vous m'avez visité? Quand je regarde la comédie que tout le monde joue... S'il vous plaît, nous sommes en politique, nous ne sommes pas à l'église. Je vous en prie, nous ne sommes pas à l'église, nous sommes en politique. Tout pouvoir vient de Dieu. On sait très bien que toute visite en politique, l'homme politique n'a pas la crainte de Dieu, n'en est pas un. Tout pouvoir vient de Dieu. Que préparez-vous avec Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo? Nous ne préparons rien du tout. Nous ne préparons rien du tout. Quand vous voyez les balais au domicile de Mme Gbagbo, qu'est-ce que les gens préparent là-bas? Cette pauvre dame était ici en prison pendant 7 ans. Qui l'a visitée? Aujourd'hui, elle est dehors, voilà la comédie humaine. C'est ça, c'est ça? On sait très bien qu'il n'y a pas de visite anodine en politique. Ah ben voilà. Est-ce que vous avez été envoyé à La Haye par Henri Konan Bédier, le président du PDCI RDA? Non. Non, j'ai été là-bas de mon propre chef. Alors, sinon, est-ce que vous ne pensez pas que cet acte-là peut être pris comme une sorte de trahison par Henri Konan Bédier? Maintenant que les Billons y vont, qu'est-ce qu'on va dire? Mais Billon, il a été envoyé dans un émissaire de Henri Konan Bédier. Quand c'est moi, là, ça pose problème, c'est ça? Non, mais s'il vous plaît, répondez à la question. Billon est parti en tant que cadre du PDCI, porte-parole du PDCI. Quand M. Bédier veut qu'on fait. Voilà. Quand M. Bédier ne veut pas, on ne doit pas faire, c'est ça? Il y a une discipline dans le parti qu'il faut respecter, M. Kakabe. La discipline, c'est de dire quoi? Le parti a décidé qu'on a un candidat, il ne faut pas avoir un candidat, c'est la discipline? Et quand 4 ans après, on s'en rend compte, vous voyez, parce qu'on est tendre, il ne faut pas que les gens nous provoquent. En temps normal, dans un parti vraiment démocratique, un peuple civilisé, quand on a lancé un appel pareil, 5 ans après, on fait le bilan. On devait aller à un congrès pour faire le bilan de l'appel. Qu'est-ce que l'appel d'Accro a apporté aux militants? Maintenant, pas de bilan. On prend les mêmes et on recommence. Je ne suis pas un suiveur.
Vous n'êtes pas je vous un dis que je suiveur. ne suis pas non plus un instrument, on ne m'instrumentalise pas. On ne vous instrumentalise pas, vous n'êtes pas un suiveur, M. Kakabe. Kwadio Konan-Bertan, merci d'être venu à Instant Vérité pour donner votre opinion sur des événements politiques qui alimentent les conversations de salon et de quartier. Bien évidemment, je vous rappelle que, mesdames et messieurs, que Kakabe est grand conférencier au PDCI RDA, même s'il ne reconnaît pas ce poste, nous avons reçu l'information, nous autres les journalistes. Alors, merci à vous d'avoir suivi Instant Vérité sur RTI 1. Restez avec nous dans Matin Bonheur, mais tout de suite, c'est la publicité. C'est l'heure de l'actualité internationale. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. En France, le 4e samedi de mobilisation des Gilets jaunes a donné lieu à de nouvelles violences et à plus de 1300 interpellations dans le pays. Mais la situation n'a toutefois pas basculé dans le chaos redouté par l'exécutif après l'embrasement du 1er décembre. Environ 125 000 manifestants, dont 10 000 à Paris, ont participé au mouvement. Toujours en France, le président de la République va s'adresser à la nation aujourd'hui à 20h, temps universel. C'est ce qu'a indiqué hier l'Élysée après une 4e journée de mobilisation des Gilets jaunes. L'Élysée n'a pas fourni davantage de précisions sur cette intervention attendue. Le président recevra ce matin les partenaires sociaux et les élus. La chancelière allemande Angela Merkel s'approche de la fin de sa carrière politique. Il y a tout juste un mois, la chancelière annonçait qu'elle ne se représenterait ni à la tête de son parti, ni à un 5e mandat à la chancellerie. Lors du congrès des conservateurs de la CDU, elle votera donc pour son successeur à la tête du parti. Regardez. Elle était la chancelière indéboulonnable, respectée par les dirigeants étrangers et appréciée des Allemands. Après 13 ans à la tête du gouvernement et 18 à la direction de son parti conservateur, la CDU, Angela Merkel ne se représentera ni à l'un ni à l'autre de ses postes. Affaiblie par les divisions avec ses partenaires de coalition et par une série de défaites dans des scrutins régionaux, elle a dû prendre ses responsabilités. Quand les électeurs nous font clairement passer un message sur ce qu'ils pensent de la formation et du travail du gouvernement au niveau fédéral au cours des 7 derniers mois, c'est un signal clair que ça ne peut plus continuer comme ça. La chancelière avait pourtant déjà surmonté plusieurs crises. En 2011, après d'énormes manifestations, elle annonce l'arrêt des centrales nucléaires. En 2022, en 2013, après la crise traversée par la zone euro, elle est l'un des rares dirigeants européens qui réussit à se faire réélire. Mais une partie de son électorat ne lui a jamais pardonné d'avoir ouvert les portes du pays à des milliers de réfugiés d'Irak et de Syrie en 2015. Réélue après d'âpres négociations de coalition en 2017, la tenace Angela Merkel souhaite aller jusqu'à la fin de son mandat en 2021. Elle veut consolider son héritage politique. Donc si elle n'est pas sous pression pour démissionner plus tôt, elle ira jusqu'au bout. Si elle arrive au terme de son mandat, Angela Merkel sera restée aussi longtemps au pouvoir que son mentor Helmut Kohl. Lors de ses débuts en politique, l'imposant chancelier la surnommait la gamine. Elle l'a ensuite remplacée à la tête du parti conservateur. Aujourd'hui, c'est elle qui regarde sa succession s'organiser. Le futur président de la CDU sera peut-être le prochain chancelier d'Allemagne. Au Venezuela, une participation très faible est attendue pour les élections municipales où les socialistes de Nicolás Maduro espèrent renforcer leur présence à la faveur de l'interdiction pour les partis de l'opposition d'y participer. C'est ce qu'estiment les experts. En Arménie, le bloc électoral du Premier ministre Nikol Pachinian était en tête hier soir des élections législatives anticipées convoquées par le dirigeant réformateur pour renforcer son pouvoir quelques mois après son arrivée à la tête du pays grâce à un soulèvement populaire. Et puis, sport football féminin, les Bleus connaissent leurs adversaires pour la première phase du Mondial 2019 de football à domicile du 7 juin au 7 juillet. La France affrontera la Corée du Sud, la Norvège, puis le Nigeria. Un tirage au sort relevé, a réagi leur sélectionneuse Corinne Diacre. C'est la fin de ce point sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci Régis, on se retrouve dans quelques instants ou demain? Demain. Allez, belle journée à vous. Merci à vous.
Et nous partons maintenant pour notre élément illustratif. Aujourd'hui, nous parlons d'emploi. Vous savez, c'est la thématique du lundi. Le sujet est comment concilier travail et vie de famille. On part à 100 à l'heure des deux côtés, mais il ne faudra pas mettre des limites, n'est-ce pas? Ah oui, absolument, parce que ce n'est pas évident. Hein, et c'est la thématique toute trouvée pour permettre un peu de voir comment concilier les deux. Parce qu'il faut bien vivre de son travail, mais en vivre également au niveau psychologique et social, tout simplement. À tout à l'heure. Un métier accaparant, une famille, la gestion de la maison et les tâches administratives. Comment concilier vie professionnelle et vie de famille? Une équation bien difficile. Être professionnel ne nous exclut pas de notre rôle de père de famille ou de mère de famille. Donc ces deux éléments, on peut les concilier. En tout cas, c'est un choix. Si on choisit de faire profiter, j'ai envie de dire, sa profession ou son travail à sa famille, à ses enfants, ben, il faut pouvoir les concilier en faisant la part des choses. En ce qui me concerne, c'est pas du tout facile. Surtout que nous sommes en période de bilan, c'est-à-dire nous les comptables. Et sortir tout le matin, aller au travail, effectuer les travaux convenablement. Finalement, ça prend assez de temps. Et on descend très tardivement. Pas du tout évident de pouvoir conserver un équilibre personnel en gardant intact l'intérêt et la motivation pour son travail. Concilier famille, travail est au quotidien un défi à relever, surtout pour des femmes. Je me lève tous les matins à 4 heures. Je fais mon ménage, je prépare les enfants pour l'école. Et lorsque je dépose les plus grandes à l'école, je dépose la dernière chez ma mère, qui est à proximité de l'école, fort heureusement. Ensuite, je me rends au bureau. Lorsque je descends, le temps d'arriver à la maison, il est 17h30, 18h. Pendant ce temps, ma mère qui est allée chercher les enfants, je passe les récupérer. Ensuite, on rentre à la maison. Et une fois à la maison, j'aide les enfants à faire les devoirs, je prépare le repas du soir. Quelquefois, j'avoue que j'accuse du retard et cela a souvent des répercussions sur mon travail. Le travail, c'est selon des heures, soit de 8h à 20h. Et à part ça, la femme, elle a toujours son foyer. Et après, les week-ends, elle est là, à la maison, elle peut très bien s'occuper des enfants. Par moment, tu es au travail, on t'appelle, ton enfant est malade, oui, la servante a fait ceci. Ça peut arriver, tu peux demander rapidement une permission, venir à la maison, mais en aucun cas, ça n'interrompt le travail. Le regard social porté sur l'implication des hommes dans les travaux ménagers en Afrique vient s'ajouter à la gestion absorbante du quotidien pour des femmes. Comme vous savez, nous sommes en Afrique et les hommes n'aident pas beaucoup les femmes. Et en plus de cela, ils descendent un peu tard le soir. Donc, c'est pas évident qu'ils viennent trouver des travaux pour qu'ils puissent m'aider. Comment alors passer du temps de qualité en famille, tout en étant efficace au travail? L'organisation est la clé. N'essayez surtout pas d'être Superman ou Superwoman. Le postulat est posé, Superman, Superwoman. L'essentiel, c'est d'être heureux dans son travail, ne pas surtout que le travail devienne un sacerdoce. Si on est stressé, si on n'est pas dans les conditions, vraiment cela agit sur l'efficacité. N'est-ce pas, Monsieur Kwame Félicien, psychologue du travail. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui comporte la vie professionnelle et la vie familiale? On va faire déjà le distinguo d'entrée. OK. Il faut dire que l'être humain est pluridimensionnel. Et vous avez dégagé ici deux dimensions, à savoir la dimension privée personnelle et la dimension professionnelle travail. Et à cela aussi, il faut ajouter la dimension sociale. Et dans toutes ces dimensions-là, dans tous ces domaines, il y a des activités, il y a des obligations. Et donc, il y a des obligations qui relèvent de la vie familiale, et il y a aussi des obligations qui relèvent du travail. Et donc, tout ce qui relève de la vie familiale, c'est ce qu'on va mettre dans le cadre de vie privée. Okay. Et toutes les activités qui rentrent dans le cadre du travail, c'est cela qu'on va mettre dans ce qu'on qualifie de vie professionnelle. Je m'explique. Vous
Madame Alix, oui. Cette fois-ci j'ai bien prononcé. Et c'est gentil. Voilà. Vous êtes engagée ici à la télévision. Lorsque vous avez été recruté, il y a une fiche de poste qui vous a été donnée. Et donc, les activités émanant de ce poste-là font en fait votre vie professionnelle. Ce sont les activités qui relèvent de votre vie professionnelle. Mais à côté de cela, vous êtes sûrement madame, vous avez des enfants à la maison, vous avez tout ce qu'il y a à gérer en dehors du travail. Oui. Et tout ça relève de la vie, voilà, la vie personnelle. D'accord. Alors, on a bien fait les distinguos. Et pour la vie sociale, vous avez mentionné également... Pour la vie sociale, vous appartenez à des associations, il y a le village... Vous avez une religion. Tout à fait. Oui. Et donc, tout cela, là, il y a des activités que l'individu mène dans toutes ces dimensions-là, dans tous ces domaines. D'accord. Et pratiquement, comment on s'organise pour les deux, pour marquer les bases, les limites? Bien, d'abord, il faut chercher à établir un certain équilibre. Pourquoi établir un équilibre? Parce que toutes les activités que nous avons, tous les domaines d'activités que nous avons identifiés ici, en réalité, ce ne sont pas des éléments qui sont dans des casiers qui n'ont rien à voir en commun. Bien au contraire, il y a un échange. Il y a un échange entre ces différentes activités-là. Et donc, faire en sorte que les exigences d'un domaine n'extrapolent pas ou alors ne débordent pas, et de sorte à ce que ces exigences-là se manifestent dans l'autre domaine. En réalité, lorsque vous menez votre travail, votre activité professionnelle, il y a lieu de faire en sorte que le travail reste dans le travail et que la vie de famille aussi reste dans la vie de famille. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Il ne s'agit pas pour l'individu, normalement, d'aller à la maison, par exemple, avec du travail. Parce que l'individu a passé plus de 8 heures, pratiquement toute la journée, au travail. Il n'a même pas pu voir, peut-être le matin en venant au travail, vous n'avez pas vu l'enfant, il dormait encore quand on est sorti. On est habitué. Voilà. Et s'il faut encore le soir, où ils ont besoin de nous, si on doit consacrer encore ce temps-là à faire le travail, en ce moment-là, franchement, on est en train de créer un déséquilibre. Monsieur Kwame, oui. Alors, quels sont les moyens pour trouver un bon équilibre? Ce que vous dites là, je me demande combien, parce qu'on va toujours travailler à la maison. Ah oui, bien sûr. On va toujours travailler à la maison. Bien sûr. On a les conducteurs la nuit, donc... à l'heure maintenant des mails, tout ça, où on envoie des mails à toutes les heures. On travaille à tout temps. Comment trouver les moyens pour d'avoir un très bon équilibre qui ne puisse pas froisser madame, froisser monsieur, froisser les enfants? Tout à fait. Bien, d'abord, il faut voir les actions à mener à plusieurs niveaux. D'accord. Il y a même le niveau de l'organisation du travail même. Qu'est-ce qui pose problème? C'est l'intensité ou l'intensification du travail qui pose problème. Et donc, il faut faire en sorte à ce que le travail soit justement reparti. Petit souci avec le micro de M. Kwame. Pendant qu'on est en train de remettre son micro dans de belles conditions, je rappelle que vous avez la possibilité de nous envoyer des questions sur tous nos démembrements au niveau digital, Internet, Facebook, Twitter. Instagram, Twitter. Voilà, envoyez-nous toutes les questions. Je rappelle, Alix, qu'aujourd'hui, nous parlons bien sûr de comment concilier travail et vie de famille. C'est très important. Ah oui, tout le monde est concerné. Donc, on suit encore les instructions et l'enseignement de monsieur. D'accord. Et donc, j'étais en train de dire qu'il y a le niveau de l'organisation du travail même, parce que ce qui pose problème, c'est l'intensification du travail. C'est l'un des éléments. Oui, c'est vrai. Donner plusieurs charges, la surcharge de travail, je veux dire. Par exemple, vous êtes ici, je m'excuse de prendre ce cas, vous êtes ici, on vous demande de faire une tâche, et vous n'avez même pas encore entamé, qu'on vous demande une autre tâche. Et en plus, voilà, tout à fait. Et ces cumuls-là, à la fin de la journée, vous vous rendez compte que vous n'avez fait que 2. Et donc, vous vous sentez obligé de poursuivre ou alors d'amener le reste
à la maison. Aujourd'hui, avec l'hyperconnectivité, vous êtes à la maison, on vous envoie un mail pour dire, bon, voilà, telle urgence. Je veux ça pour demain. Je veux ça pour demain. Ça pose problème. Donc, si on prend le temps de planifier tous ces éléments-là, parce que c'est ça aussi le problème, la planification. Ça pose problème. C'est vrai. Vous voyez, ça pose un grand problème. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Il est vrai qu'il peut y avoir des urgences, mais lorsque l'activité professionnelle se transforme en urgence, ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème d'organisation. Ça dit tout est urgent. Non, non, non. Nous sourions ici parce que nous, notre métier, il est particulier. Tout est urgent. Tout est urgent chez nous. Hein. Et voilà. Donc là, comment on s'organise pour ne pas que l'un empiète sur l'autre? Des fois, il y a des heures supplémentaires. Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire à son patron, non, je suis à la maison? Parce que oui, l'heure est passée et c'est fini. Vous avez demandé, il va vous dire aussi que vous avez postulé, vous avez demandé, vous avez fait, comme on dit chez nous, un gel honneur. Donc vous avez l'horaire atypique aussi. Voilà. Donc il faut... Est-ce qu'on a les moyens également? Oui, mais lorsque j'ai postulé et que vous m'avez donné le travail, il est vrai que je suis tenu de respecter les clauses de notre contrat. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas une vie privée en dehors du travail. Et ça aussi... Est-ce que ça ne dépend pas du niveau de responsabilité? Bien sûr. Voilà. Que si ça dépend du niveau de responsabilité, mais à quelque niveau que ce soit, on a une vie avant le travail et après le travail. Et donc... Si mon interlocuteur, c'est le président ou le ministre, ce n'est pas la même charge de travail qu'un directeur ou bien un chef de service. Tout est urgent là-bas. Parce qu'il veut vous joindre à tout moment, tout moment. Non, mais même quand, comment on appelle, lorsque vous êtes le plus proche collaborateur du président, comme vous le dites, qu'il peut vous joindre à tout moment, il y a aussi il y a des moments où il vous donne la latitude quand même de voir, de s'occuper de vous et de votre famille. Parce que c'est ce qu'on doit comprendre aussi. En tant que manager, il faut qu'on comprenne qu'il faut gérer les deux temps. Très bien. Il faut savoir gérer les deux temps, le temps professionnel et le temps personnel. C'est très important. Et dans cette gestion-là intervient la qualité. Bien sûr. La qualité de vie. La qualité de vie, l'ambiance au travail et tout ça. Quand vous faites par exemple des réunions, parce que les réunions constituent aussi un autre problème. Les réunions, quand vous mettez une réunion trop tôt le matin ou très tard dans la soirée, cela va empiéter effectivement sur le temps des uns et des autres. Oui. Quand vous mettez une réunion, par exemple, le travail finit à 18h, du moins à 16h30 ou à 17h, vous mettez une réunion à 17h. Il est bien évidemment que l'individu ne pourra pas, comment on appelle, descendre à l'heure prévue. Monsieur Kwame Félicien, est-ce qu'on ne rêve pas? On est en Afrique, ici. C'est vrai qu'on dit ça toujours, les gens pensent qu'on est grognon. Non, mais on a nos réalités. Le patron qui va vous appeler une fois, deux fois, et vous allez lui faire comprendre que vous êtes en famille, quand il va s'agir de nomination, il ne va pas penser à vous. Mais ça veut dire que... Soyons clairs, non, vous comprenez, vous savez ça. Non, je comprends très bien ce que vous êtes en train de dire. Mais moi, si mon patron m'appelle à la maison le soir pour un travail, franchement, je ne peux pas refuser. Vu non seulement la spécificité de nos postes, mais aussi la réalité du terrain. Voilà, quand ça chauffe après, voilà, on se comprend, on sait de quoi on parle. Bien sûr, je sais de quoi vous parlez. Est-ce que nous sommes dans des systèmes qui puissent nous permettre de pouvoir dire, fonctionner normalement comme ça? Mais si nous voulons des systèmes compétitifs, nous sommes obligés d'aller à cela. En attendant, votre micro, pour le moment, n'est pas compétitif. On va le remonter, on va demander à notre technicien. On a un petit souci avec le micro décidement de M. Kwame. Alix, c'est très important. Hein, oui, exactement. Surtout dans notre boulot, comme j'ai tendance à le dire à ceux qui sont à la maison, on peut faire une erreur en entreprise. Ça peut être couvé, mais pour nous, quand il y a une erreur, c'est tout le peuple. Il y a aussi les médecins, les personnes des corps habillés. Il y a des métiers vraiment où on paye cash. On est toujours ceux qui vivent. Voilà, il n'y a pas... C'est comme on dit. C'est pas évident. Il n'y a pas de réserve. Promettez-nous que votre micro ne va plus nous lâcher maintenant. Bon, et il sera compétitif. Il sera compétitif. Donc, il est compétitif. Il sera compétitif. C'est la qualité du tissu qui nous fatigue de votre costume. Voilà, c'était pour vous détendre. Juste pour dire que, est-ce que nous avons des systèmes qui nous permettent de voir? Vous dites que ça va être compétitif. Tout à fait. Je veux dire par là, nous voulons des systèmes compétitifs. Nous voulons des entreprises compétitives. Mais il faut créer les conditions de la compétitivité. Notez que tant que l'individu va sentir un déséquilibre
au niveau de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle, sera pas heureux. Cela va avoir une répercussion non seulement sur l'individu lui-même, en termes de réduction ou de baisse de la compétence, mais il va avoir aussi une répercussion sur l'entreprise en termes de productivité. En termes de productivité. Donc, chacun y gagne à créer les conditions, parce que dans tous les cas, l'individu fera les efforts qu'il peut, mais il a besoin aussi d'être accompagné par le manager. Voilà pourquoi j'ai dit ici qu'il faut pouvoir, en tant que manager, gérer le temps professionnel et le temps... Prenons un cas pratique des enseignants, par exemple, qui sont obligés de corriger les copies de leurs élèves à la maison. Comment ça peut se faire? Ils ne vont pas rester à l'école des heures quand on sait qu'on finit vers 18 h, par exemple, pour les terminales. Il y a des devoirs. Comment on fait arriver à la maison? Ça, c'est l'expérience que nous vivons tout le temps. Ah oui, vous êtes enseignant également. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Ouais. Je m'explique. Commencez à mettre de l'eau dans votre bissap. Lorsque, en tant qu'enseignant, normalement, quand on finit un examen, il devait avoir des dispositions prises pour que je ne parte pas à la maison avec les copies. Et quelles sont ces dispositions? C'est justement ce normalement dont vous parlez là, qui fait défaut. Ce normalement-là, parce qu'à la base, ce n'est pas normal. Il faut que ce normalement, qu'on travaille à ce normalement. Pas tant qu'on dira que sous nos cieux, on ne peut pas le faire, mais on ne le fera jamais. On peut le faire, mais le système va... Mais le système, c'est qui? C'est nous qui faisons le système. Et ceux qui sont dans sa tête. Au-dessus. Mais quand je dis c'est nous, c'est tout le monde. Un système, là, c'est un ensemble d'éléments. C'est pas tout le monde qui décide. Un système, c'est un ensemble d'éléments. Mais ceux qui animent le système doivent comprendre que la survie du système dépend de la survie des éléments. Parce que s'il y a une sensibilisation au sommet. Bien sûr. S'il y a un élément, du système qui respecte ce que vous dites, il y aura toujours des gens à côté qui vont toujours aller derrière, s'asseoir dans le bureau, les suiveurs pour aller parler, pour aller dire il y a ceci, il y a cela. C'est ça qui est important. Moi, je peux faire ce que vous dites, mais les autres, quand je reviens par exemple aux copies, actuellement, j'ai des copies à la maison. C'est pas normal. J'ai des copies à la maison vous n'évacuez pas que je dois corriger. Mais tout ça dépend de l'ambiance que vous-même, en tant qu'individu, vous créez aussi à la maison. Aujourd'hui, moi, je vais avec... excusez-moi. Je vais avec... N'ayez pas peur, ça va. Avec des copies à la maison, ça ne gêne pas, madame, parce que je vais faire comprendre que ça fait partie de mon travail et qu'à des moments donnés, il peut y avoir des surcharges. Et pas tout le temps. Mais pas tout le temps. Parce que les examens, on ne les fait pas tout le temps. Alors, donc, les moments où je suis pris, et alors en ce moment, mais ce n'est pas pour autant que je vais rejeter les enfants quand ils viennent vers moi. Alors, M. Kwame, question, parce qu'on a pratiquement terminé, dommage. Alors, on est passé maintenant, maintenant en 2018, ce n'est plus les samedis, les dimanches qu'on accorde à la famille. Est-ce qu'on peut se réorganiser pour sortir de ces jours-là? Ou bien se décider par exemple que, oui, moi aujourd'hui, c'est la journée que j'accorde à mes enfants, ça c'est la journée que j'accorde à ma femme, on peut sortir, tout ça. Est-ce que c'est possible dans notre société d'hyperconsommation, d'hyperconnectivité? Bien, c'est possible, mais en même temps, il ne faut pas être rigide avec soi-même. C'est surtout cela. Il faut vraiment être flexible. D'accord. De sorte que, si vous avez prévu, par exemple, sortir avec madame aujourd'hui, et que les circonstances font que vous ne pouvez pas le faire, mais il ne faudrait pas que ce soit un problème pour vous deux. Il ne faudrait pas que ce soit un problème pour vous deux. On peut reporter, ou alors on peut réaménager. Tout est une question, en fait, il faut négocier, il faut savoir négocier avec soi-même et avec les autres. Il faut avoir une vie de famille quand même. Mais bien sûr. C'est ça qui nous donne la force pour le travail, oui, c'est vrai. Bien sûr. Parce que sans vie de famille, ça va se répercuter sur le travail. L'un empiète sur l'autre quand l'un est déséquilibré. Quand vous vivez par exemple du stress à la maison, ça va se sentir dans votre travail. Et quand vous vivez du stress et quand il y a le stress à la maison, quand il y a le stress dans le travail, ça cause des maladies. L'individu, non seulement il a peur d'aller au travail, il a peur d'aller à la maison. Un stress. Et donc, quand il finit, qu'est-ce qu'il fait? After work. C'est tout. Qui n'arrange rien, véritablement. Pas du tout. Ça n'arrange pas la situation. Ça ne fait qu'empirer. Et voilà pourquoi il faut gérer. Le problème, il faut pouvoir gérer. Ce n'est pas la fuite en avant qui compte. Vous allez fuir, mais jusqu'à quel niveau? Monsieur Kwame, vous, à la tête d'une entreprise, c'est quoi votre système? Mettre beaucoup de pauses, des pauses, ou bien dire à vos collaborateurs, le téléphone, pas de téléphone le week-end, personne n'appelle personne. Vous, c'est quoi votre solution si vous avez une entreprise? Moi, si j'ai une entreprise, d'abord, sachant que l'hyperconnectivité
pose le plus grand problème. Ensemble, on va s'asseoir et je vais dire aux collaborateurs ce que j'attends d'eux. Définir le travail de chacun et avec une certaine flexibilité. Une charte. Tout à fait. De sorte que si vous êtes, par exemple, occupé, ce matin, vous devez accompagner votre enfant à l'hôpital, je ne le souhaite pas d'ailleurs, vous m'appelez et je dis, bon, ok, si vous avez passé 1 heure, ça va empiéter sur votre heure, par exemple, de repos. Départ, ou de repos. Ou de départ. Tout est dans la manière. En fait, voilà, tout est dans la manière. Dans l'équilibre qu'il faut trouver. Tout est dans la manière. Merci beaucoup. Il est 7h29. Voilà, on ne va pas tout épuiser, mais le but, c'est de lancer le débat. Et vous savez maintenant que, quel que soit le travail qu'on fait, il ne faut jamais oublier sa famille, parce que la famille, c'est la base. C'est la famille qui permet d'être important. Et surtout, il faut toujours avoir la chance de tomber sur des conjoints compréhensifs. Et Alex et moi, on embrasse nos conjoints ce matin, qui comprennent. Merci beaucoup à vous. Merci d'être resté en notre compagnie. Et demain, on se retrouve, Dieu voulant, toujours avec le même plaisir, le même amour du travail. Eh bien oui.